C'est parti, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va partir dans les Vosges aujourd'hui. Il fait beau, on va partir avec Pierre Riche. Pierre Riche qui, pendant 35 ans, il a parcouru les massifs des Vosges. Il est photographe de la nature et du patrimoine. Il s'est intéressé aussi aux mythes, aux légendes et mystères. Il a fait une formation de géobiologie entre 2008 et 2010. Il est écrivain et poète. Bonjour, bonsoir à vous, Pierre Riche. Bonjour Joël. Heureuse de vous retrouver. Vous avez écrit entre 2010 et 2025 14 livres sur les Vosges, dont 4 chez la collection Les Géants, certains à compte d'auteur et chez d'autres éditeurs. Et donc celui-ci, là, Esprit des lieux, dont on va parler maintenant, Massif des Vosges, nouvelle édition chez Les Géants. C'est une nouvelle édition parce que la première a eu beaucoup de succès. Oui, je précise que j'ai pas fait 14 livres sur les Vosges, j'ai fait des livres sur d'autres sujets. J'ai fait 5 livres sur les Vosges, c'est déjà pas mal. Et puis j'avais commis Chemin de pierre pour lequel on s'était rencontrés il y a quelques années déjà, il y a presque 10 ans, sur les pierres de France. Ouais. Sur l'antenne d'IDFM, ok. Alors, donc là, ce dernier livre, avec une préface de Claude Vautrin, dit que vous excellez à nous livrer ce qui est souvent invisible à nos yeux. Cette nouvelle édition est augmentée de 16 pages, parce que la première, elle est partie comme des petits pains. Mhm, mhm, mhm. Oui, elle est partie aussi dans la période des fêtes et c'est vrai que c'est un livre qui fait du bien, qui est aussi qui montre les Vosges sur un aspect un aspect à la fois lumineux, énergétique, mais aussi historique, naturaliste. Voilà, donc c'est aussi le fait que c'est un livre qui parcourt tout le massif vraiment et qui rend compte vraiment de la diversité de cette montagne trop méconnue, à mon sens. Oui, alors, il y a combien de kilomètres si on voulait faire le parcours? Il faudrait faire ça en combien de kilomètres? On ne peut pas le faire à pied quand même. Ah bah, en largeur, c'est pas trop. Il y a peut-être quelque chose comme 50 km de large, mais je pense que la hauteur, on est facilement à 200 km si on exclut en plus la partie allemande, parce que ça se prolonge sur l'Allemagne, dans ce qu'on appelle le Palatinat, parce que les montagnes n'ont pas de frontières, la nature n'a pas de frontières. Mais en France, on a un peu tendance à arrêter les Vosges à Wissembourg et à Bitche. En fait, non, ça se prolonge aussi sur le versant allemand, parce qu'on a un passé commun aussi avec l'Allemagne, un passé douloureux au XXe siècle, mais un passé autrement plus euh, lumineux dans dans les siècles précédents. Hein. Voilà. Les Vosges, c'est un massif qui est un peu la frontière entre le monde latin, le monde celtique et le monde germanique. Donc, c'est une croisée de chemin entre une multitude de cultures qui se sont constituées au fil des siècles. Sur la carte de situation des photos et légendes que vous mettez à la fin du livre, à la page 205, on voit qu'en bas, on est sur Mulhouse, à peu près à la Ouais, hauteur de Mulhouse. Et ouais, en haut, on est un peu plus haut que Strasbourg. Et comme vous dites, le Palatinat, avec ouais, des noms de villes qu'on ne connaît pas tellement. Mais la ouais. grande majorité se trouve dans les Vosges centrales quand même. Oui, 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 oui. Bah, la majorité, c'est parce que, oui, c'est vrai que ça regorge les Vosges centrales. Il y a énormément d'endroits magnifiques. Sans doute parce que j'y réside depuis 35 ans, c'est peut-être pour ça. Mais j'adore aussi le sud, le nord. Enfin, voilà. Tout est à voir et à rencontrer. Ouais. Alors, on vous posait la question, quelle force a poussé les humains de Lorraine et d'Alsace à déposer leurs traces et des signes originaux dans la nature, à ériger des pierres, à construire des édifices, des murailles, des châteaux, des chapelles. C'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui leur a pris, parce que c'est pas comme ça dans toute la France quand même. Comme je disais, comme c'est une croisée de chemin, il y a effectivement des croisées de culture. C'était aussi une période, enfin si on pense la période celtique, voire même bien avant, euh, l'Alsace et les Vosges étaient un peu un couloir de commerce avec
du sud vers le nord, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait les marchands qui venaient, on venait d'Orient, hein, aussi beaucoup de très loin, de Grèce, voire même de Chine, paraît-il. Et donc, tout ce couloir du Rhin, avec les Vosges attenantes et la forêt noire de l'autre côté du Rhin, était vraiment des lieux de passage. On allait chercher l'ambre, par exemple, à l'époque de la Grèce antique. On cherchait l'ambre vraiment en Allemagne du Nord, du côté de Hambourg. Et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi il y a eu des transmissions aussi de connaissances et de savoir sur les Vosges. Parler l'humour qui est partout dans la nature avec le mot humus. Il y a de l'humour un peu partout quand même dans la nature. Oui, 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 oui. Euh, L'humus, l'humour, il y a aussi un troisième mot qui est le mot amour aussi. Et c'est vrai que c'est pas simplement un jeu de mots, j'aime beaucoup la langue des oiseaux. Et c'est vrai que l'humus, c'est notre terre, c'est le territoire, c'est Gaïa. L'humour, c'est cette dimension de l'esprit aussi, sans doute, c'est le spiritus qu'on va mettre dans l'humus, qu'on va apposer à l'humus. Je pense que c'est ça, quelque part. Et puis l'amour, bien sûr. Là, aucun mot n'est nécessaire. Alors, il y a 7 chapitres dans votre livre. Le premier, les âmes miroirs, qui parlent des sources, des rivières, des lacs, des animaux, beaucoup d'animaux dans votre livre aussi, hein. Oui, alors c'est vrai que quand je place des animaux, surtout dans ce livre-là, je les ai placés à bon escient par rapport à ce qu'ils représentent d'un point de vue archétypal aussi. C'est-à-dire que euh, c'est pas simplement l'animal parce qu'il est beau, parce qu'il fait partie effectivement d'un milieu naturel, c'est aussi parce qu'il représente quelque chose en termes de symbole et aussi on pourrait presque dire de propriété aussi, oui, d'archétype animalier, où on pourrait presque parler d'animaux totems. Donc le chapitre sur les eaux notamment, eh bien, on a bien entendu la grenouille. La grenouille, c'est un animal extrêmement fragile, mais sa force, en fait, c'est le nombre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu les milliers de têtards dans les mares ou les étangs. De ces milliers, il va n'en rester que quelques dizaines. Et en fait, symboliquement, c'est aussi la force du nombre, la fragilité et en même temps la force. Vous voyez, donc quand on parle d'un animal dans la nature, on est aussi on est touché, nous, en tant qu'humains, parce que l'animal représente en termes euh, aussi de valeur psychologique. On pourrait presque dire que la grenouille, par exemple, c'est la valeur des émotions et des sentiments. Voilà. Oui, je ne sais pas s'il reste beaucoup de grenouilles dans les Vosges, mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, on faisait des élevages de têtards qui se Oui, terminaient jamais d'ailleurs. Je oui. n'arrivais jamais à les rendre. Mais bon, c'est un peu comme des spermatozoïdes, hein, ça flagelle de partout, ça Voilà, ressemble c'est beaucoup. ça. Est-ce que C'est vous ça pouvez nous qui est parler beau. du lac de la Mai ou Mex, l'histoire du violoniste? Oui, alors le lac de la Messe, c'est vraiment un lieu de légende. L'histoire du violoniste fait un peu penser à la légende du joueur de flûte de Hamelin, mais elle a un fond très moral et religieux parce que en fait, ce joueur de violon a attiré les enfants qui ne voulaient pas aller à la messe, donc les mécréants, et pour les punir quelque part, euh, les enfants se sont noyés, attirés par le violoniste. Alors le violon, on pourrait presque l'assimiler au violon du diable quelque part, quelque chose comme ça. Mais derrière cette légende-là se cache un lieu absolument extraordinaire, absolument magique, qui est un petit écrin de verdure dominé par une chapelle, la chapelle du lac de la Mai, hein, sur le versant lorrain, sur le versant vosgien. Et cette chapelle a été reconstruite au XIXe siècle, mais elle abritait une chapelle plus ancienne, une crypte aussi,
Il y a une pierre druidique, pas trop loin, au-dessus. Elle est dominée par un tilleul absolument admirable, gigantesque. Dans la crypte, il y aurait eu, moi j'en suis convaincu, j'ai testé avec le pendule, je suis sûr que c'est vrai, elle abritait une Vierge noire. Et l'histoire de la Vierge noire, vous savez, c'est lié au culte d'Isis, c'est lié au culte de la terre-mère. Et c'est sûr que la chrétienté actuelle a tendance un peu à refouler cette affaire-là, bien que un village en contrebas du lac de la Mecque qui s'appelle Luvigny, tous les 15 août, ils apportent la Vierge en procession, mais qui est une Vierge de lumière. Et ils vont lui faire, ils vont la, enfin, je parle presque plutôt au passé, je ne sais pas si le rituel, si le rite se pratique encore maintenant, mais en tout cas, c'était la rencontre de la lumière avec les forces de la terre. Donc, mais la Vierge Noire a disparu. Oui, puis le 15 août, c'est la fête de Marie quand même. Exactement. Alors, il y a aussi le lac des Perches et le garçon qui veut attraper une étoile filante. Oui, c'est une jolie légende. Là, on est plutôt dans les Vosges du Sud, et c'est les Vosges granitiques avec ces lacs glaciaires. Et oui, il y a ce, le lac des Perches s'appelle aussi c'est le Sternsee, c'est-à-dire le lac des étoiles. Et effectivement, il y a cette légende d'un enfant. Alors, l'enfance dans la nature, elle est très importante, hein. Elle, ça, symboliquement, c'est notre enfant intérieur. Et alors, je fais une digression, si vous permettez. J'ai suivi une formation d'un certain Charles-Raphaël Peyer, je ne sais pas si vous connaissez Charles-Raphaël Peyer, autour de l'enfant intérieur et l'enfant de lumière, comment soigner son enfant blessé. Ben, finalement, ces légendes ont un fond aussi presque thérapeutique, je pense aussi. Derrière ces histoires pour enfants, on connaît très bien la force des contes. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faudrait retrouver et qu'on peut retrouver dans la nature, justement. Oui, puis comme on est dans les âmes miroirs, donc les sources, les rivières, les lacs, il y a aussi les sources guérisseuses. Oui. Et Platon disait que la traversée du fleuve est en rapport avec la question de l'immortalité de l'âme. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont au pèlerinage un peu comme on va à Brocéliande, puisqu'à un moment c'est comparé au petit Brocéliande? Est-ce qu'il y a des gens qui font des pèlerinages, qui se promènent de Ah lieu? oui, oui, oui. Oui, oui, il y a un renouveau depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et ces dernières années, c'est encore plus fort, je trouve, avec la période qu'on a traversée, là. Il y a un renouveau un engouement, pardon, pour les lieux d'énergie, en fait, hein. Et alors, est-ce que c'est nécessairement du religieux? Oui, il y a aussi une ferveur très très forte. Il faut voir par exemple l'intérieur de la chapelle du lac de la Mette dont on parlait tout à l'heure. Elle est jonchée d'ex-voto et depuis 5-6 ans, il faut même en enlever tellement il y a de fleurs, tellement il y a d'imagerie. Donc il y a une sorte de ferveur que certains traiteraient plutôt de bigoterie, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a un intérêt profond pour ces lieux qui font du bien, qui donnent de l'énergie. On peut le ressentir chacun à sa façon, hein. Moi, je le ressens à travers comment dire, ma sensibilité de photographe, d'écrivain, géobiologue un petit peu, amateur, on va dire. Mais chacun va ressentir ces lieux à sa façon. Et je pense que cet engouement, il est réel, hein, il est réel. Et Il tant mieux. n'y a pas encore un manuel ou quelque chose pour passer de site en site? Ah si, alors il y a très très longtemps, il y a un livre qui est un best-seller dans le Grand Est qui est sorti à la fin des années 80. Donc vous savez, Mhm. ça, ça date déjà, qui s'appelle Lieux magiques et sacrés d'Alsace et des Vosges, qui est un livre qui a été écrit par Boun Le Gray et Gilbert Altenbach, et qui est réédité sans arrêt.
Je ne sais pas à combien d'éditions on est là en ce moment. Et c'est vraiment un lieu, en tout cas pour moi, qui m'a fait me découvrir et qui m'a donné presque un peu euh, des indications pour visiter ces hauts lieux. Ouais. On va passer à la deuxième partie de votre livre avec les forêts, les arbres et leurs animaux. Le chevreuil, vous parlez de l'écureuil roux et la différence entre un écureuil et un sain, à la page 45. Oui, alors là, c'est pas moi qui en parle, c'est Christian Bobin, en fait. Je cite Christian Bobin, qui effectivement compare cet animal un peu espiègle, un peu, qui est un animal euh, qui va, qui va chercher aussi et qui va perdre, mais qui va accepter de perdre, et puis qui cache les trésors aussi dans la nature. C'est un animal absolument extraordinaire qui est facile à voir, hein, euh, puisque c'est un animal diurne et on le voit souvent dans la nature, c'est pas trop rare encore. J'adore l'écureuil, c'est mon animal fétiche. Alors, le bois sacré, qu'est-ce que c'est qu'un bois sacré? Et parlez-nous de l'adoration des arbres qui a été interdit à une certaine période de l'humanité. Alors, le bois sacré, c'est en fait des espaces dans la nature. C'était surtout dans la période celtique, germano-celtique, euh, était effectivement le némésis, c'est-à-dire ce carré de forêt qui était un lieu sacré sans doute aussi parce qu'il abritait les esprits de la nature. Il abritait aussi des arbres remarquables. Et donc, on a délimité ce bois sacré aussi, notamment à travers le l'histoire du mur païen, par exemple. Pour moi, le mur païen, l'enceinte du mur païen de Saint-Andy, on en parlera sans doute tout à l'heure, est un bois sacré. Et qu'est-ce que je peux dire de... Ah oui, et la deuxième partie de la question, c'était... Cette adoration des arbres qui a été interdite à une Ah certaine oui, 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 bah, c'est vrai que à une époque mais relativement tardive, je dirais plutôt à partir de la Renaissance, pas forcément le Moyen Âge. Le Moyen Âge, on était finalement assez ouvert parce que c'était cette période un peu transitoire où le monde celte un peu a fusionné avec la chrétienté. Et à partir du XVe siècle, effectivement, il y a eu une sorte d'idéologie selon quoi adorer la nature, ça nous sépare des églises, ça nous sépare de Dieu. Donc il fallait absolument retourner dans les églises. Et on a d'ailleurs, dans les Vosges, il y a eu des procès en sorcellerie qui ont duré plus de 200 ans, hein. C'était terrifiant, du 15e au 17e, début 18e. Ouais. Et il y a un livre notamment qui est effrayant, mais qui est vraiment intéressant à lire, c'est du Vosgien Pierre Pelot, C'est ainsi que les hommes vivent. C'est c'est une somme qui raconte effectivement sur le versant de Remiremont tous ces procès en sorcellerie où on a chassé comment dire, pas seulement les femmes, mais les hommes et les femmes adorateurs de la nature, on va dire. C'est Mais le sanglier, d'ailleurs, était diabolisé aussi, le sanglier. oui, 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 mais il n'était pas du tout avant. Il n'est pas du tout dans d'autres civilisations. Voilà. La chrétienté à une certaine époque a sans doute un peu dérivé. Ouais. Et pourtant, le cerf était comparé au Christ, le cerf des cerfs qui meurt et qui ressuscite. Donc, quelque part, Le cerf, effectivement, est un animal qui perd effectivement sa couronne. Et on comparait, pardon, qui perd ses bon. bois. Et donc, on l'a comparé effectivement à la couronne du Christ. Et on a effectivement le parallèle est saisissant, je trouve intéressant. Un animal effectivement du renouveau, de la renaissance, de la puissance. Est-ce Oui, qu'il y a des esprits dans les arbres? Et vous parlez des bûcherons qui avant frappaient l'arbre avant de l'abattre pour oui, permettre à l'esprit de se sauver. oui, 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 bah ça c'est un ami.
Sourcier qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça très très beau. Et effectivement, ben, nous par exemple, on a dû abattre un arbre dans notre jardin parce il était, il pouvait être dangereux. Et on lui a, on l'a prévenu un peu avant, on l'a prévenu avant, parce que effectivement, certains arbres sont habités par des esprits, donc autant les prévenir qu'ils aillent, parce qu'ils peuvent être aussi, ils peuvent se retrouver bloqués aussi si on les prévient pas. Alors, on appelle ça des arbres maîtres, mais comment reconnaître un arbre maître? C'est une affaire de ressenti. C'est aussi sans doute lié à l'histoire de l'arbre aussi, au lieu dans lequel il est. Euh, c'est aussi son âge sans doute aussi, mais pas nécessairement. Il y a des jeunes arbres qui peuvent être des arbres maîtres, sans doute aussi parce que un arbre plus ancien a transmis aussi son savoir. C'est comme les humains finalement, hein. Il y a une sorte, les arbres peuvent être, certains arbres peuvent être initiés quelque part à la nature et être les gardiens du lieu. Et juste un peu pour vous raconter, quand j'ai construit le livre, euh, j'ai eu un certain nombre d'embûches techniques sur la création du livre. Et en fait, j'ai réalisé que, à l'aide de mon frère qui est un peu énergéticien, qu'il y avait certains lieux qui refusaient en fait que je les représente, et certains arbres. Et parce que je n'avais pas demandé l'autorisation à l'arbre ou au lieu. Et donc, je les ai retirés, voilà, et j'en ai placé d'autres. Et puis, tout est rentré un peu mieux dans l'ordre à partir de ce moment-là. C'est intéressant. Alors, en troisième partie, je crois que c'est partie géologie complexe. On peut déceler des paréodolies, ces curiosités de l'imaginaire, c'est-à-dire on peut voir dans les feuilles d'un arbre ou dans une pierre, on peut voir des visages ou des choses, et ça nous est arrivé à tous, hein. Oui, 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 ben ça, en fait, je reviens à notre esprit d'enfant, hein. Euh, dans la nature, effectivement, c'est presque, ça a été considéré la pareidolie comme une maladie psychologique, effectivement, dans le grand répertoire des 5000 maladies psychologiques contemporaines. Et en fait, c'est effectivement un phénomène où on va trouver, reconnaître. Là, par exemple, je fais face à un petit mur de pierre à l'extérieur de la maison, puis là, je vois un visage dans la pierre. Alors, sans doute suis-je un peu malade psychologiquement, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je crois que c'est mettre aussi euh, de l'enfance et de la poésie dans la nature. Effectivement, dans les nuages, dans les écorces des arbres, dans les pierres, on peut voir des, des personnages. Alors, est-ce que ce sont des gardiens? Est-ce que ce sont le fruit de notre simple imaginaire? Je ne réponds pas à cette question. La roche chauffée, il y en a beaucoup des roches chauffées un peu partout sur le massif, Ouais. avec des présences des êtres de la nature ou les prêtresses celtes qui officiaient. Vous avez déjà vu des fées, vous, des choses comme ça? Alors, il me semble me rappeler que vous m'avez déjà posé la question il y a 10 ans. Je ne les vois pas sous cette forme-là. Et je crois qu'il ne faut pas se mettre des, comment dire, des certitudes méthodologiques comme quoi les faits ressemblent à ça, etc. Par exemple, si, il y a ce qu'on appelle les herbes des fées. Les herbes des fées, ce sont des herbes hautes, des graminées, et quand il y a beaucoup de vent, elles bougent un petit peu comme ça. C'est donc des graminées avec des hautes tiges et des petites graines un peu chevelues tout en haut. Et donc, quand elles bougent comme ça, il y a un côté un peu comme des petits papillons comme ça. Et avec mon appareil photo, je fais une pause un petit peu longue, c'est-à-dire que j'expose pendant, je sais pas, un quinzième de seconde, une demi-seconde avec un trépied pour que ça soit net. Et j'ai la trace comme ça qui apparaît de l'herbe des fées au vent, comme ça, et ça donne l'impression, après, sur la photographie, qu'on a affaire à un esprit. Alors, qui sait? Qui sait, n'est-ce pas, effectivement, quelque part, Alors, il y a tous ces rochers géants. Qu'est-ce qu'ils oui. représentent finalement?
Alors les géants, ce sont des mythes très anciens qui remontent à la Grèce antique, qui remontent aux géants aussi, à l'histoire de Gargantua, dans le monde germanique aussi. Et donc c'est les forces, en fait, c'est les forces à la fois, enfin, euh, comment dire, les, les géants, en fait, c'est les deux aspects. Il y a à la fois l'aspect chaotique, ces espèces de forces destructrices, ces géants de pierre qui en fait qui façonnent la montagne avec une sorte de colère, et en même temps c'est les forces vives de la nature. Et c'est presque un peu l'idée de les géants, il, il faut les dompter, il faut les faire siens en fait. Il faut faire en sorte que ça devienne nos amis. Et là, les géants peuvent nous donner des leçons de vie. Et ces géants de pierre, c'est vrai qu'en montagne, particulièrement dans les Vosges, il y a des falaises extraordinaires. Et c'est vrai que ça nourrit l'imaginaire, hein, ça a nourri l'imaginaire des anciens, ces histoires de géants. Oui, il y a le rocher du Solstice dans le massif Oui. du Tenchel, dans le Père Haut-Rhin, dans Michel. le même massif. Le rocher des anneaux avec un anneau qui aurait permis à Noé d'arrimer Oui, d'arrimer son arche. oui. Alors, quelque part, cette légende, elle a un fond de vérité, puisque effectivement la mer était présente sur le massif, puisque le massif, c'est un massif ancien. Donc il y a eu la surrection du massif et après toute l'érosion, et il semblerait que la mer était présente. Les pierres portent un peu la mémoire de la mer. Donc finalement, on n'est pas si loin de ça. Et l'histoire des anneaux aussi, ben, l'anneau, si on se rapporte à- aux légendes des anneaux racontées par Tolkien et d'autres encore, voilà, on est vraiment dans ce. Il faut vraiment venir dans les Vosges parce que on croise sans arrêt des lieux comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment un voyage à faire. Oui, Alors, on parle des animaux, donc le grand corbeau, les gens en ont peur aussi, c'est assez lugubre. Il y a des pierres de soins, il y a des menhirs, le menhir du oui, Molberg. oui, oui. Alors là, ça c'est intéressant, c'est dans la vallée de la Bruche, entre Schirmeck et Saint-Dié, non, entre Schirmeck et Molsheim, pardon. C'est un sentier celtique qui a été réaménagé dans les années 90, notamment par un ami, et qui comporte des lieux, beaucoup de pierres de soins, dont ce menhir du Molberg. Et en fait, les pierres seraient habitées par des esprits. Et cette pierre-là, quand on ouvre la pierre, on peut entendre le cœur de la pierre. On peut entendre le battement du cœur. Que c'est ouvrir la pierre. Personnellement, je ne sais pas faire ça, mais mon ami qui s'appelle Bernard, lui, il arrive à conscientiser et à ouvrir la pierre et à la refermer aussi après. Et ces histoires de druidesses et Ouais. maîtresses gauloises qui avaient le pouvoir de faire tourner la pierre sur elle-même. Quand on voit la grosseur de ces pierres, Ouais, ouais, ouais. Oui, alors qui sait si les pierres ne peuvent pas bouger, hein, ça, c'est encore une histoire. alors, il y a la table des géants. Ouais, table des géants, du col de Valberg. Euh, Ça ressemble à une sorte de dolmen, mais en fait, c'est une pierre naturelle. Simplement, elle a servi de culte aussi, de lieu. Sur son sommet, il y a on a creusé une coupelle, une sorte de cupule. Donc, vraisemblablement, on devait y accomplir des rites, des rituels. Et c'est une pierre qui n'est pas très très grande, qui fait 1,80 m de haut, quelque chose comme ça. À peu Alors, il y près. a aussi les grottes cultuelles avec la grotte de Saint-Léon qui guérit de la stérilité Oui. en Oui, Moselle. oui, 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 oui. Ouais, c'est une grotte très très profonde. C'est la grotte la plus profonde du massif, en fait. C'est vrai que la géologie
dans les Vosges ne permet pas forcément d'avoir des grottes aussi profondes que dans le Jura ou dans certains lieux des Pyrénées, mais c'est souvent des abris sur roche. Et celle-ci, elle est liée à Saint-Léon. Saint-Léon, c'est le seul pape alsacien du 9e siècle. Et donc, c'est une grotte très profonde. Alors, actuellement, la source est tarie, mais on venait en pèlerinage, effectivement, euh, pour y voir la source tout au fond de la grotte. C'est très intéressant aussi à voir. Est-ce que c'est dangereux d'y descendre? Non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, il y a un petit sentier qui descend et c'est très praticable. Ouais. On va passer au mur païen du mont Saint-Odile dans le Bas-Rhin. Mm. Alors, Ça, c'est quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, pourquoi ils ont construit ça. oui, alors c'est une muraille qui fait 11 kilomètres de long, enfin, qui est en fait constituée de plusieurs enceintes différentes, qui abritent actuellement le couvent du Mont-Saint-Odile, euh, et qui a été construite à une époque, à mon sens, très ancienne, mais c'est une véritable énigme archéologique parce qu'en fait, et presque aussi une énigme de l'ordre, comment dire, une énigme policière, dans le sens où toutes les époques se sont superposées, de l'époque sans doute encore plus ancienne que le néolithique, jusqu'à l'époque celtique, jusqu'à l'époque romaine, jusqu'aux premiers chrétiens. On a vu traverser aussi les Mérovingiens, l'époque de Saint-Odile. Et donc ça s'est superposé. En fait, ce mur, qui est la plus grande muraille d'Europe continentale, la plus grande d'Europe, c'est le mur d'Adrien en Écosse, mais celle-ci, c'est vraiment la plus grande de France et d'Europe. Et elle est construite avec des pierres importantes en poids, mais elles sont, chacune sont reliées par des tenons, comme des mortaises, si vous voulez. Donc on a creusé des, euh, de chaque côté des deux pierres jointées, on a creusé euh, des trous en forme de queue d'hirondelle, et on y a trouvé des mortaises en bois de chêne. Et la question, c'est de savoir, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce que c'est ces tenons qui relient toutes les pierres du mur? Et en fait, on retrouve le même mode euh, d'assemblage en Égypte, au temple d'Edfou. On retrouve le même type d'assemblage à Troie, sur la ville de Troie en Grèce. Et donc, on ne sait pas à quoi c'est dû. Mais alors, il y a une théorie, c'est celle que je retiendrai, qui est que ce mur païen euh, a été construit pour délimiter un bois sacré, pour délimiter un lieu sacré, et aussi pour accentuer son énergie. Et donc, ces pierres reliées par des mortaises en bois auraient comme fonction euh, de, d'amplifier et de relier, d'amplifier à la fois l'énergie du lieu et de relier aussi le- Ok. 11 kilomètres voilà. de long, est-ce qu'il tourne en rond et quelle est la hauteur de ce mur? Oui. Alors, elle est variable parce qu'en fait, le mur a été remanié. D'ailleurs, à preuve, des fois, les pierres ne se joignent pas. Enfin, les tenons, les mortaises ne se joignent pas. Ça veut dire qu'elles ont été placées autrement. Et il y a quelques endroits, sur quand même quelques, quelques centaines de mètres, où le mur est authentique. En fait, le mur ne devait pas être nécessairement très très haut. Il devait faire entre 1,50 m et 2 mètres maximum. Voilà. Oui, c'était quand même un mur. Et donc, il y a Oui, le rocher de Watstein, qui est une du pile, Warstein, oui. Oui, oui. c'est une pile énergétique qui se retrouve au milieu, c'est ça? Elle n'est pas au milieu, elle est séparée du mur, en fait, par
une appendice qui descend sur la pente. En fait, elle est reliée du mur par le mur principal. Elle est reliée au mur principal par un autre mur de pierre qui vient rejoindre cette pile. En fait, donc elle est à l'extérieur du mur. C'est le rocher du Warstein, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est très très puissant hein, quand on teste avec les baguettes. On peut tester sans les baguettes aussi. Et on peut tester tout seul aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Attendez. La prêtresse Véleda. Ah oui, alors ça c'est intéressant, ça va nous relier à Sainte-Odile, parce qu'en fait c'était une prêtresse celte, ou plutôt des tribus germaniques, au début, autour de 200 après Jésus-Christ, donc 500 ans avant Odile. Et il y a des similitudes avec Odile, parce que c'était à la fois une femme connaisseuse de la nature, euh, qui maîtrisait les plantes, c'était une prêtresse, mais c'était aussi une combattante, puisqu'elle a combattu contre les Romains, elle a terminé sa vie à Rome, elle a été capturée par les Romains. Et c'est une vie très romanesque en fait, cette Velleda. C'est pas simplement le nom d'une marque de cosmétiques, c'est une prêtresse euh, c'est une vie vraiment passionnante. Alors, et elle a été racontée par les Romains, bien sûr. Donc, on la montre sous un jour un peu négatif, puisque ce sont les vainqueurs qui. Écrivent l'histoire. Victoire. Ouais. Alors, c'est la Roche-Mère de femmes, des femmes sauvages dans les Vosges. Et donc, il y avait une pierre pour pratiquer les accouchements. Alors, moi, j'aimerais pas accoucher dessus quand on voit la photo. Ça m'a l'air bien, bien raide quand même. Alors, elle n'est pas très très grande que ça, et au contraire, la pierre est un peu polie quand on rentre un petit peu dedans. Elle est polie, il y a des sortes de bassins en fait, à plusieurs niveaux. Bon, je n'ai pas la certitude quant à ça, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et en tout cas, on sait qu'il y a eu le passage de Véleda par là. Il est question aussi de Mercure et d'Hermès, Ouais. de la Lièse, qui est la déesse de l'eau et de la fécondité. Page 142, ça serait quelle époque, ça, la Liège? La Lise, l'époque celtique, hein, l'époque dans ce coin autour de Niederbronn-les-Bains. Il y a un camp romain, il y a aussi tout en face le château de la Wasenburg qui est aussi présent dans le livre. Et donc c'est une sculpture qui représente une femme qui verse de l'eau. Bon, elle a été pas mal abîmée, elle a été remaniée récemment. Et donc, c'est une figure éminemment celtique. Ouais. On va passer justement au bâtisseur de foi. Il y a les châteaux, hein. Il y a beaucoup de châteaux qui sont construits. Ah ouais, ouais, ouais. Le Wasenburg, dans le Bas-Rhin, un château mystérieux du XIIIe siècle. Oui, c'est donc ce château qui fait face à la Lise dont on parlait, euh, de l'autre côté, d'une vallée en face. Donc, c'est un château du XIIIe siècle, bien sûr, et qui a été qui est construit sur un ancien oppidum romain. Donc, qui fait face aussi à un temple gallo-romain dédié au dieu Mercure. Mercure qui est donc le Hermès des Romains. Mercure, c'est le dieu des commerçants. Hein. C'est des voleurs aussi. Ici, ouais, ouais. Voilà. L'ermitage du Père Joseph. Oui, Intéressant, ce Père Joseph. alors c'est plus récent, ça. C'est un jeune ermite qui aurait accompli des guérisons. Là, on est du côté de Ventron, le col de Bussan. Donc, on est vraiment dans les Vosges du Sud. Et il y a une, une chapelle qui est au pied des pistes de ski, qui a été construite dans les années 30 pour accueillir cet ermite qui a vécu dans le dénuement le plus complet, hein, et qui est considéré comme un saint. Il n'a pas été canonisé, je pense pas, mais en tout cas, c'est un
un homme remarquable. Donc, alors, quand on visite cette chapelle, tout est encore un peu dans le jus, hein. Donc, il y a sa chambre, il y a son, c'est des- un vieux meuble et avec, enfin, c'est construit sur de la terre battue. Enfin, tout est encore un peu dans, dans l'esprit. Il faut savoir que les hivers étaient extrêmement rigoureux et il se chauffait tant bien que mal. On lui apportait à manger parce qu'il ne se, il, il mangeait très très peu apparemment, de ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, donc c'est un, un personnage intéressant. On passe à Odile d'Alsace, 7e siècle, et le mont Saint-Odile. Hmm. Alors, Odile d'Alsace. Donc, euh, je vais résumer hein, parce que c'est une histoire, c'est une légende et une histoire extraordinaire. Donc, on est à l'époque mérovingienne, donc 500 ans après Véleda. Une jeune fille euh, aveugle, née aveugle. Elle est la fille du roi Adalric. Le roi Adalric est un prince très, très colérique et il chasse Odile. Euh, Odile euh, finit par retrouver la vue après son baptême. Euh, Elle attendrit son père qui finit par lui accorder la construction d'un couvent. Et à partir de ce moment-là, donc il y a toute une histoire où elle va construire ce couvent en contrebas du mont Saint-Odile, un hospice pour les malades aussi. Et il y a cette histoire de la source d'Odile où elle va frapper son bâton avec son bâton contre la roche et faire jaillir une source qui, euh, qui est une source qui aurait des propriétés pour les yeux. Et un laboratoire, tous les ans, il y a encore quelques années, venait chercher l'eau de la source pour y construire ses préparations homéopathiques. Et depuis, bien sûr, le couvent du Saint-Odile qui domine toute la plaine d'Alsace, c'est vraiment le haut lieu de l'Alsace et Odile est la patronne, bien sûr, de l'Alsace, Sainte Odile. Les Mérovingiens sont assez peu, il y a assez peu de vestiges mérovingiens, mais il y en a quand même quelques-uns. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, il y a ne serait-ce que les tombes au Saint-Odile. Euh, les Mérovingiens, bah, c'est la période initiale de la famille de Saint-Odile. C'est aussi du côté de Remiremont la période du Saint-Mont. On n'a pas parlé du ballon d'Alsace. Et c'est une montagne, en fait, qui est une croisée de chemin entre le territoire de Belfort, entre le Haut-Rhin, les Vosges. Et donc, c'est un lieu qui domine, effectivement, c'est un des sommets les plus élevés du massif. Au Ballon d'Alsace, à la fin 19e siècle, un certain Joseph Grisward, qui louait la ferme située sur le Ballon, a failli perdre la vie sous une tempête de neige. Il s'est perdu, il a failli y passer parce que l'hiver dans les Hautes-Vosges est extrêmement rigoureux. C'est un climat qui s'apparente au climat de l'Islande, avec vraiment des hivers très 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 rudes. Maintenant un petit peu moins, mais quand même. Et donc au Ballon d'Alsace, donc il a failli y perdre sa vie et il a promis euh, dans sa détresse euh, qu'il allait construire un monument dédié à la Vierge. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a donc est né depuis en 1860. On a construit donc cette statue qui domine le ballon. C'est un lieu de nature extraordinaire, un lieu où les éléments sont présents. Et le ballon viendrait du dieu Bélène, qui est le dieu de la lumière et le dieu du soleil chez les Germains et les Celtes. Ouais. La statue Notre-Dame du ballon. Alors, est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Par où on commence? Quelles sont les choses les plus importantes?
Il y a trois lieux qui me paraissent vraiment nécessaires. C'est bien sûr le Mont Saint-Odile, faire le tour du mur païen, ressentir les énergies autour de la chapelle aussi d'Odile. Il y a le tombeau d'Odile aussi à voir, tout cet endroit-là. Et puis la forêt qui est magnifique autour du mur païen, c'est une forêt de pins sylvestres. Le lieu remarquable aussi, c'est le massif du Taennchel, dont on parlait. C'est un lieu extrêmement euh, énergétique, hein, et au-dessus de Ribeauvillé, des châteaux de Ribeauvillé. La Brocéliande des Vosges, donc ça c'est le massif du Fossard, on est plutôt sur le versant lorrain, ça c'est vraiment très très chouette à voir. Euh, et euh, les Vosges du Nord, c'est extraordinaire. Le Colorado, c'est autour de l'étang de Hano, le pays du jeune Goethe. Et donc, on peut voir à la fois des milieux d'eau, donc des tourbières, des lacs extraordinaires, et des châteaux troglodytiques et des falaises de grès orangé. On se croirait effectivement euh, dans le coin du Colorado. Franchement, ça, c'est à voir aussi, hein. Ouais. Est-ce que ça monte beaucoup? Est-ce que, comme c'est de la montagne, est-ce que il y a vraiment des montées assez difficiles ou est-ce que ça va? Ça dépend. Comparé aux montagnes jeunes, il y a quand même, ça va. Mais il faut, à certains lieux, il faut quand même avoir des bonnes conditions physiques. Mais il y a des sentiers, par exemple le Tour du Mur Païen au Saint-Odile, on y accède en voiture, c'est pas trop difficile à faire, hein. Ouais. Je ne dis pas que effectivement ascensionner le ballon d'Alsace à partir du lac des Ballons, ce ne soit pas difficile, hein, donc il y a quand même quelques. Mais les Vosges du Nord, par exemple, c'est moins élevé et c'est vraiment très intéressant à visiter. Oui, puis moi je me souviens être partie à Strasbourg il y a longtemps et m'être arrêtée sur l'autoroute dans les Vosges. Il y avait un air qui était d'une pureté. C'est Ah c'est- oui. c'est à cause de tous ces arbres qui sont là, je pense, non? Ah oui, 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 oui. Puis la présence des résineux, des sapins, des épicéas aussi qui purifient énormément l'air. Ouais, ouais. Après, il peut y avoir des phénomènes d'inversion climatique, parce que la plaine d'Alsace est très très polluée. Bon, depuis la tempête de 99, il y a plus de vent, hein. Et donc, des fois, il y a des phénomènes d'inversion qui font que la pollution remonte dans les sommets, hein. Mais globalement, c'est vrai que l'air y est pur. Et puis, si on ferme bien les yeux, on peut entendre la mer, hein, l'océan, bien sûr, au-dessus du rocher des anneaux du Tanchel. Oui. Et si on extrapole un peu, on peut presque voir l'arche de Noé Oui, qui se oui, oui, travaille oui. par là. Ouais. Alors, votre dernière photo, c'est la grotte d'amour du Unebourg, une bourg Oui, Barin. ouais. Et Ah puis, ouais, ouais. Je l'ai rajouté dans la réédition parce que c'est un lieu vraiment magistral. On est sur une petite falaise et puis a été creusé sans doute par les constructeurs du château qui est pas trop loin, qui est à peu près 200 mètres euh, de la falaise, une petite grotte comme ça, naturelle. Et il y a cette espèce de table ronde comme ça en grès et c'est vraiment magique, hein. On s'y assoit, il fait des fois un peu froid, hein, parce que la pierre est froide, mais on se réchauffe à deux et ça va bien. voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez dit aussi, on a oublié sur le tilleul que c'est l'arbre des amoureux. Oui, 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 bah oui, parce que si vous observez bien en été, les feuilles du tilleul ont une forme de cœur, hein. Donc effectivement, c'est un arbre apaisant aussi, hein. Massif des Vosges, Esprit des lieux, nouvelle édition de Pierre Riche aux éditions Les Géants. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien? Écoutez, je vous incite à aller visiter vraiment ce massif avec le regard d'un enfant, quelque part, pour pouvoir vous laisser porter par les pareidolie et les petites histoires et les légendes et les grands mythes aussi. Donc, franchement, j'invite tout le monde à visiter. Et ça donne envie de partir et
de s'échapper, pourquoi pas d'aller se régénérer, se reconstruire et lâcher des choses dans les pierres, dans les forêts, Ouais, les eaux, un peu partout, hein. ouais, 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 ouais. Ouais, la nature est belle. Merci. Merci à vous, Pierre Riche. Merci, merci.